Bonjour à toutes et à tous. Alors on se réjouit de vous faire une présentation d'une étude qu'on réalise dans le cadre de l'Observatoire cantonal de la petite enfance et de faire une présentation auprès de professionnels du domaine. C'est vrai qu'on est plutôt habitué de faire des présentations plutôt à des cadres administratifs, voire à du politique. Voilà, donc on est très contents. Donc on va vous présenter une étude qu'on réalise sur la prise en charge des enfants d'accueil préscolaire et essayer de vous montrer un peu la diversité des modes d'organisation. Donc derrière chaque enfant que vous accueillez, qui a non seulement une histoire personnelle, individuelle, mais aussi une organisation familiale qui a été mise en place. Et puis à la fin, on essaiera de soulever un peu les enjeux sociétaux et politiques qu'il y a derrière l'accueil extraparental. Alors, avant de vous... Est-ce que ça marche? Hop, je passe comme ça. Voilà. Donc, je vais vous présenter rapidement quand même l'Observatoire cantonal de la petite enfance, c'est le canton qui est à côté du canton de Vaud, parce que c'est un dispositif qui est assez unique en Suisse. Et donc ça va bientôt faire 10 ans qu'il a été mis en place. Donc il est ancré au service de la recherche en éducation au département de l'instruction publique. La mission principale de cet observatoire, c'est de suivre l'évolution de l'offre d'accueil et d'apporter des éléments sur le besoin des familles. Donc la première chose qui a été faite dans les différents outils qui ont été mis en place, c'est de produire une statistique sur l'accueil préscolaire. Alors dans le canton de Vaud, il y en a une aussi, qui est une statistique officielle, comme dans le canton de Genève. C'est Statistique Vaud qui la réalise. Il y a peu de cantons qui ont une statistique sur ce domaine-là. Au niveau suisse, elle n'existe pas encore. Peut-être dans l'avenir, mais quand il y a une absence de statistiques sur un domaine, ça dénote une certaine considération politique du domaine. Autre outil qu'on a, c'est une enquête auprès des familles qu'on réalise régulièrement tous les 4-5 ans. On fait aussi des prévisions localisées d'effectifs d'enfants d'âge préscolaire pour aider les communes à anticiper le besoin, et d'autres études thématiques comme une étude sur les critères d'accès et les pratiques tarifaires. Et là, en ce moment, on est en train de réaliser une étude sur la prise en charge des enfants en besoins spécifiques au sein des structures d'accueil. Quelques mots sur une enquête. Donc c'est une enquête qui est faite, une enquête représentative, donc auprès d'un échantillon de familles. Peut-être pour faire le lien, donc aujourd'hui, quand on questionne les familles, la manière d'interroger justement de qui êtes-vous par rapport à un enfant a changé par rapport à il y a 20 ou 30 ans, où on ne pose plus est-ce que vous êtes la mère ou le père, on demande qui êtes-vous par rapport à cet enfant. L'objectif de cette enquête, c'est de décrire les pratiques, de comment les familles s'organisent pour mettre en place ou pas une prise en charge extraparentale de leur enfant, de connaître leurs préférences en la matière et de pouvoir, donc là c'est un côté politique, pouvoir rendre compte du besoin des familles à un moment donné dans le canton. Là on va présenter les résultats de l'étude 2018, on l'a déjà réalisé en 2014 et on vient de la réaliser en 2023 au mois de mai, on n'a pas encore eu le temps d'exploiter les résultats. Alors, pour vous présenter d'abord des traits très généraux sur l'accueil extraparental, on a fait appel à un assistant ou une assistante, je ne connais pas le genre de ChatGPT. Donc on lui a posé une question, comment faire pour obtenir une place de crèche à Genève? Donc on vous a donné les réponses brutes qu'il nous a données, donc pour vous montrer aussi qu'on ne peut pas prendre tout au pied de la lettre, ce qu'il nous raconte. Et puis je vous rassure, ce n'est pas ChatGPT qui va venir s'occuper des groupes d'enfants à votre place. Donc il nous a pondu un guide général, et sous chaque point, il y avait encore un détail, je ne vous ai pas tout donné. Donc il nous dit d'abord, renseignez-vous sur les crèches. Ensuite, de faire une demande auprès de votre commune, de joindre les documents requis et d'envoyer votre demande. Donc c'est savoir que quand vous accueillez un enfant, avant ça, il y a eu, de la part des familles, une démarche administrative qui peut être plus ou moins complexe. Ce qui est intéressant, c'est dans le point 4, quand il détaille, envoyez votre demande. Il faut que je revienne, pardon, c'est avec l'autre. Donc ici, il précise qu'il faut envoyer dans les temps, parce que ça peut prendre, il commence à dire, laisser entendre que ça peut prendre du temps d'obtenir une place en crèche. Ensuite, il propose de suivre l'avancement de la demande, et là, il commence à dire, attention, explorez d'autres options.
Donc là, dans les autres options, il dit allez voir peut-être des crèches privées, ils ont peut-être plus de place. Après, il ne précise pas que c'est plus cher. Et enfin, il dit soyez patient et flexible, explorez d'autres options, comme une accueillante familiale de jour, les grands-parents, en attendant d'obtenir une place en crèche. On lui a posé une seconde question, comment faire pour travailler et faire garder mes enfants? Alors, j'ai laissé là, il nous a pondu un plan d'action en 12 points. Je ne vous l'ai pas mis. J'ai juste laissé, c'est qu'il relève comme quoi c'est un défi de réussir à concilier besoin de garde pour les enfants et travailler en même temps. Et là, il y avait une sorte d'incompréhension dans la question qu'on lui a posée, c'est qu'il a pris la question au pied de la lettre de vouloir travailler à la maison en ayant les enfants. Donc ça aurait été parfait en période Covid. Alors, de manière très générale, comment s'organise la prise en charge extraparentale des jeunes enfants? Alors, tout d'abord, ça répond à un besoin. Généralement, quand il y a une prise en charge extraparentale qui est mise en place, c'est lié à un besoin professionnel. Mais pas que. Il y a aussi, plus l'âge de l'enfant avance, où les parents souhaitent que l'enfant bénéficie d'un accueil collectif avant d'entrer à l'école. Donc voici, là j'ai mis l'ensemble des facteurs à prendre en compte pour les parents dans la manière de s'organiser. Donc il y a d'un côté les préférences parentales, mais aussi la conception qu'ils ont sur la délégation de qui doit s'occuper des enfants. Il y a la question de l'offre, est-ce qu'il y a des places ou peu de places là où on habite. Donc, il y a aussi la question de la situation géographique. Donc, que ce soit dans le canton de Genève ou dans le canton de Vaud, l'offre n'est pas répartie de manière équitable au sein du canton. Il y a la question de la situation familiale, de l'âge des enfants, bien sûr, donc la question de la situation professionnelle, du taux d'activité des parents, mais aussi des horaires de travail qu'il peut avoir. Il y a la question de la situation financière et encore de la proximité géographique de la famille rapprochée, donc savoir si on a les grands-parents qui sont pas très loin et disponibles à prendre aussi en charge les enfants. Alors, quelques ordres de grandeur. Je pense que vous pouvez transposer en partie ces ordres de grandeur pour le canton de Vaud. Lors de la dernière enquête, je me trompe, je change avec le stylo, donc c'est ici, c'est plus des 3/4 des enfants sont pris régulièrement en charge au cours de la semaine. La question, c'était au moins une demi-journée. C'était le cas en 2005, donc en fait, cette étude a été réalisée aussi en 2005, c'était un peu plus du 2/3 des enfants. Donc ce qui s'est passé entre ces deux périodes, c'est que le taux d'activité des femmes principalement a augmenté. Autre donnée de contexte, donc comme dans le canton de Vaud, l'offre d'accueil de places en crèche a doublé au cours des 15 dernières années. Autre élément à retenir, c'est que la prise en charge, elle évolue avec l'âge des enfants. Donc on voit qu'à 3 ans, 90% des enfants de 3 ans qui ont au moins une prise en charge régulière au cours de la semaine. Autre élément très généraux, quand les enfants sont pris en charge, un peu plus du tiers des enfants sont pris en charge à plein temps. Donc 5 jours par semaine et entre 8 heures et 10 heures par jour. Dernier élément contextuel général, c'est que pour 4 enfants sur 10, les parents ont recours à 2 voire 3 modes d'accueil. Donc c'est-à-dire qu'ils cumulent plusieurs modes d'accueil, c'est-à-dire que l'enfant est pris en charge par différentes personnes ou différents modes. Encore des chiffres, de manière très générale, quand les parents ont recours à un accueil extrafamilial, donc dans la majorité des cas, c'est pour des raisons professionnelles, mais aussi pour des raisons éducatives. Souvent, l'un ne va pas sans l'autre, c'est ça la première raison, mais s'ils les mettent, on le verra principalement dans les structures d'accueil collectives, c'est pour ces raisons-là. Donc en général, les deux parents sont actifs professionnellement, les mères un peu moins souvent que les pères. Ce qu'à retenir, c'est que quand les mères sont actives,
dans la moitié des cas, elles sont actives à temps partiel, et que dans le 3/4 des cas, elles ont baissé leur taux d'activité suite à la naissance d'un enfant. Que c'est un choix par défaut donc pour le quart des mères, et quand elles travaillent à plein temps, plus de la moitié souhaiteraient baisser leur taux d'activité. Donc on voit que les besoins de conciliation vie familiale, vie professionnelle reposent encore principalement aujourd'hui sur les mères, même si, à noter, il y a quand même le quart des hommes qui souhaiteraient pouvoir baisser leur taux d'activité quand ils sont à plein temps. En termes de mode d'accueil, voici les différents modes d'accueil dont les parents ont recours. Donc on a mis en haut les prises en charge de type collective et en bas les prises en charge de type individuel. Donc là, c'est le principal mode d'accueil en termes de ce qu'on prend à l'échelle du canton. Donc c'est la crèche qui accueille le plus d'enfants. Ensuite, on a le jardin d'enfants et un peu les écoles privées qui peuvent accueillir à partir de 3 ans les enfants. Et pour les prises en charge donc individuelles, on a les accueillantes familiales de jour, qu'elles aient une autorisation exercée ou pas, il y a les deux dans l'étude, les personnes à domicile, les grands-parents, et dans les autres, c'est les voisins, amis ou autres membres de la parenté que les grands-parents. La même figure avec la question de est-ce que c'est ce que vous souhaitiez au départ. Donc on voit que pour que les crèches, donc pour 4%, ce n'était pas ce qu'ils souhaitaient, mais généralement quand on creuse, c'est qu'en fait ces familles ont obtenu une place en crèche, mais dans une crèche privée, et que donc en fait ce n'est pas ce qu'elles souhaitaient une crèche subventionnée. Donc on est sur une question du coût de l'accueil. On voit que pour les jardins d'enfants, c'est le quart des familles, pour le quart des enfants, donc c'est un choix par défaut, et on voit que donc c'est aussi très important pour le recours à l'accueil familial de jour ou les personnes à domicile, où dans les 2/3 des cas, c'était un choix par défaut pour les parents. Maintenant, on va vous faire un petit zoom sur les crèches, les jardins d'enfants et les grands-parents pour essayer de vous montrer comment les familles elles s'organisent avec ces différents modes. Et je laisse la place à mon collègue. Est-ce qu'on m'entend? Bon. Alors, le premier type d'accueil qu'on a décidé de creuser, on a décidé de faire travailler une nouvelle fois ChatGPT. Voilà, on lui a posé la question de quel type de famille ont recours à la crèche. Alors déjà, il nous explique en préambule que la crèche, c'est un mode de garde destiné aux enfants en bas âge, généralement de quelques mois à 3 ans. Donc là, on voit qu'il s'est mis au niveau de sa réponse dans ce qui se fait en France, parce qu'à Carmos, c'est plutôt 4 ans chez nous. On a les 8 réponses ici et on a décidé de les confronter avec les résultats de notre enquête auprès des familles. Donc très rapidement, quel type de famille ont recours à la crèche? Donc, lui, il nous dit dans l'ordre les familles à double revenu. Nous, on peut confirmer que oui, c'est le cas. Les familles monoparentales, oui, clairement. Les familles ayant des horaires de travail irréguliers, alors non, pas vraiment, et on le verra. Les familles ayant peu de soutien familial, oui, c'est assez logique et c'est pas faux. Les familles ayant des contraintes de... Rapproche. Plus bas. Faut-il... Ouais. Avec ça, c'est ça, pour bouger. Parfait. J'ai pas besoin de recommencer ou vous m'entendez un peu? Non, alors j'en étais aux familles ayant des contraintes géographiques. Alors oui, un petit peu comme la numéro 4, ayant peu de soutien familial, mais bon, pour nous, ce n'est pas une réponse très très claire non plus. Ensuite, les options 6 et 7, familles souhaitant une socialisation précoce et familles cherchant un environnement éducatif. Alors oui, c'est 2 raisons qui participent clairement au succès des crèches, mais on l'a vu et on va le confirmer après, ce n'est pas la raison principale remontée par les familles qu'on a interrogées. Et le dernier point important, c'est vraiment d'actualité. Est-ce que ce sont des familles qui ont des besoins spécifiques, en gros, plutôt des familles ayant des enfants à besoins spécifiques qui ont principalement recours aux crèches? Alors on manque de chiffres sur cette problématique, on est dessus, on peut le dire, en ce moment.
Alors, au niveau de quels usages sont faits de la crèche, on l'a dit tout à l'heure. Donc ici, 44% des enfants confiés en dehors de la famille le sont dans les crèches. Donc c'est le mode de garde. Et puis vous êtes au cœur, pour la plupart d'entre vous, de ce mode de garde-là. C'est le mode de garde principal en dehors de la famille. Donc à Genève, ça représente 44% des enfants confiés. Sur l'ensemble des enfants d'âge préscolaire, c'est 34%. Et puis en termes de volume, ça représente près de 8000 enfants et puis 6800 familles. Au moment de l'enquête, on le voit ici, un petit peu moins du tiers des enfants étaient accueillis en crèche à plein temps, donc soit 10 demi-journées, 5 jours. Mais du coup, par symétrie, on voit qu'une majorité d'enfants sont gardés dans les crèches à temps partiel, principalement entre 3 jours et 4 jours et demi. Lorsqu'une prise en charge extra-parentale elle est mise en place, elle répond avant tout à des besoins professionnels, mais on rejoint la réponse de ChatGPT qui était plutôt bonne en l'occurrence. Voilà, il y a quand même une grande majorité de parents qui ont des attentes socio-éducatives avec ce type d'accueil, le contact avec les autres enfants, les jeux, les activités, les projets pédagogiques qui sont mis en place. Principalement, on l'a vu aussi en vue d'une entrée à l'école. Donc, plus les enfants d'âge préscolaire se rapprochent de l'âge scolaire, plus il y a un intérêt, plus les parents y voient un intérêt de les inscrire en crèche. Et l'accueil en crèche bénéficie justement souvent d'une image assez positive. Donc les raisons professionnelles, c'est la raison principale dans 3/4 des cas, lorsqu'on questionne les parents sur voilà, pourquoi vous faites garder vos enfants. Et puis c'est vrai que la crèche, on va le voir encore après, il y a vraiment au niveau des horaires, au niveau d'une certaine large ouverture, que ce soit annuelle ou journalière, un intérêt pour les gens qui travaillent. Et puis la dernière raison, c'est aussi au niveau des critères d'accès. Finalement, nous on l'a vu, on le voit actuellement encore dans une autre étude, il y a beaucoup de communes qui, si on veut prioriser les gens en liste d'attente, la question d'avoir des parents actifs professionnellement, c'est quelque chose qui fait passer en tête de liste. On le voit ici, les parents peuvent souvent par choix ou par contrainte avoir recours à un autre type de prise en charge. On voit ici, et on va y venir après. Les grands-parents, c'est clairement le type de prise en charge qui se combine à la crèche qu'on relève le plus souvent. Le plus souvent, ils sont sollicités 1 à 2 demi-journées. On va y revenir. Les raisons qui font que les parents doivent s'organiser encore à côté de ce qu'ils font de l'accueil fait en crèche pour leurs enfants, on les voit ici. Donc il y a des fois un choix personnel qui fait qu'on va pas seulement les mettre, que les parents vont pas seulement les mettre dans une crèche, des raisons d'organisation, des fois par contrainte, pas assez de place, autant de journées qu'on aurait voulu, et puis également pour des questions de coût, parce que par exemple les grands-parents, on y reviendra, il y a un coût un petit peu moindre évidemment. Au final, donc, voilà, on le voit, il y a plein d'organisations très diverses, c'est vraiment quelque chose qui ressort de cette étude, mais ce qui est important de noter, c'est qu'en termes de satisfaction, on a finalement, du moment où ils ont réussi à s'organiser, les familles sont satisfaites dans 90% des cas, elles sont peu ou pas satisfaites de ce qu'elles ont réussi à mettre en place seulement dans 10% des cas. Donc, une fois que les contraintes sont là, qu'il a fallu s'organiser, il se trouve que les familles, au moment en tout cas elles répondent à nos questions sur la satisfaction, il se trouve qu'elles sont satisfaites de la manière dont elles ont pu monter leur calendrier hebdomadaire, si on veut. Alors, je te le passe. Merci. Qui a recours à la crèche? Voilà, on en revient justement au type de familles qui ont recours à la crèche. Donc on le voit, c'est principalement des familles biparentales ou monoparentales dont les 2 parents ou un parent travaille. Voilà, donc c'est clair qu'avec ces horaires, des horaires d'accueil journaliers étendus, puis une large couverture hebdomadaire et annuelle, 45 semaines minimum, les crèches, elles s'inscrivent parfaitement dans une politique de conciliation vie familiale et vie professionnelle.
En outre, il y a plusieurs facteurs contextuels qui vont, et sociodémographiques qui vont permettre de caractériser un recours au final à la crèche. Je vais rapidement passer sur finalement deux importants qu'on a ici. C'est l'offre de place, donc c'est-à-dire si vous êtes dans un réseau, une commune où il y a voilà, une offre élevée, on a 50% des enfants qui seront en crèche. À l'inverse, on tombe à des chiffres plus bas comme 20% lorsque la commune en question dispose de peu de place. Et puis également l'âge des enfants a un impact. Plus les enfants, quand les enfants ont moins de 2 ans, les parents ont un petit peu moins tendance à les mettre à la crèche. Il y a 2 raisons à cela, peut-être aussi lié au fait que les parents ils s'organisent avec des types de prise en charge plus individuels pour les bébés, et également de manière toute simple, en fait, il y a, en tout cas sur le canton de Genève, il y a en moyenne moins de place pour les tout petits, moins de 2 ans, que pour les grands de 3 ou 4 ans. Peut-être, voilà, donc il y a encore deux, trois aspects très vite, hein. Le niveau de formation de la mère, si les parents sont de nationalité étrangère, tout ça c'est des éléments qui font baisser statistiquement l'usage des crèches. Et enfin, on doit relever, parce que c'est inscrit dans la loi à Genève, dans la loi sur l'accueil préscolaire, que les parents doivent payer des coûts de garde en crèche qui doivent être proportionnels à leurs revenus. Et effectivement, ça s'observe que finalement, l'effet du niveau de revenu est nul, ou quasiment nul, sur l'utilisation que font les familles des crèches. Alors, dans le cadre de cette étude, il y avait pas mal de chiffres et tout, mais il y avait des questions ouvertes où on a laissé finalement les familles, les parents s'exprimer. Des fois, ils ont profité justement. Donc, je vous laisse regarder un petit peu quels sont, si on veut, leurs besoins principaux. Sur le premier exemple, on voit vraiment la complexité du retour au travail et par exemple les débuts de fréquentation de la crèche, typiquement trouver un nouveau rythme avec un parent qui recommence à travailler. Également aussi, il y a ces questions d'adaptation où les jours qu'on ciblait dans notre programme hebdomadaire pendant 2-3 semaines selon les structures, on ne peut pas les avoir tout de suite, c'est 1 heure, 2 heures, ainsi de suite. Vous savez mieux que moi de quoi je parle. Au niveau de l'exemple numéro 2, là, il y a la mise en avant par la personne qui a répondu de la difficulté à obtenir une place. Et puis surtout, ça c'est quelque chose qu'on relève assez souvent, surtout dans un canton assez petit comme Genève, où si on déménage, on change très vite de commune, il y a ce risque en cas de déménagement de perdre la place, et puis dans la nouvelle commune dans laquelle on s'inscrit, de se retrouver en bas de liste d'attente. Et le troisième exemple, là, celui-là, il relève l'absence de famille proche. On va justement y revenir avec la question des grands-parents et la difficulté pour les parents qui sont sujets à des horaires de travail variables. Alors ensuite, on a fait donc le même exercice pour le recours donc, au jardin d'enfants. Donc peut-être juste un mot sur les jardins d'enfants, ce qu'on appelle jardin d'enfants ou garderie, donc ce qu'on appelle maintenant dans la loi les structures à prestations restreintes. Donc c'est donc à l'origine ces structures accueillent plutôt des enfants âgés de 2 ans et plus, font un accueil à mi-temps, ont des horaires donc plutôt restreints entre 8h, 8h30 et 11h30, voire 12h. Il n'y a pas le repas de midi qui est offert. Donc là, je ne vais pas passer en revue tout ce qu'il nous a raconté parce qu'il se répète un peu. Donc effectivement, le recours au jardin d'enfants, c'est souvent des familles qui peuvent chercher une préparation à l'école, un environnement éducatif, d'une socialisation structurée, donc on voit qu'il se répète un peu, d'une transition en douceur vers l'éducation formelle. Donc effectivement, c'est des enfants plus âgés. Donc là, clairement pas des familles avec des horaires de travail flexibles, donc encore moins, même si on va voir que l'usage le recours au jardin d'enfants est aussi fait pour des raisons professionnelles, faute de. Il nous parle encore donc, des familles ayant des besoins spécifiques, ça mon collègue en a déjà appris, et puis des familles cherchant une alternative à temps partiel. Alors globalement, donc, le recours au jardin d'enfants, ça concerne un enfant sur 5.
Donc vous voyez les temps d'accueil, donc on est plutôt sur 2-3 matinées, voire 4 matinées ou 4 après-midi, et une petite partie qui sont sur 5 matinées ou plus, où maintenant on a une petite tendance où certains jardins d'enfants acceptent de prendre les enfants le matin et l'après-midi. Donc on est souvent sur des raisons donc plutôt éducatives, mais aussi professionnelles. Donc pour un enfant sur 2, donc la moitié des enfants qui ont recours, pour lesquels les parents ont recours au jardin d'enfants, il y a une prise en charge extraparentale complémentaire qui est mise en place. Donc ça peut être les grands-parents, les personnes à domicile, membres de la parenté, accueil familial de jour. Voilà. Donc je pense que dans ces cas-là, vous pouvez avoir régulièrement, quand c'est l'heure de venir chercher ou d'amener les enfants ou chercher les enfants, vous n'aurez pas donc, un lien avec les parents, mais un lien avec les grands-parents ou une personne à domicile, une accueillante familiale de jour. Pour les mêmes raisons donc, qui ont déjà été évoquées, on voit qu'il y a quand même pour pas mal, c'est par contrainte et pas d'autres solutions. Donc on voit bien qu'il y a sûrement, donc là on est sur des besoins professionnels, mais aussi pour des raisons donc, pratiques et choix personnels, et un peu moins pour des raisons de coût de garde. Globalement encore, donc pour le tiers des enfants donc, qui fréquentent un jardin d'enfants, les horaires ne conviennent pas à l'organisation familiale et professionnelle des parents. Et pour un enfant sur 2, les parents souhaiteraient augmenter le temps d'accueil de l'enfant. Qui a recours au jardin d'enfants? Donc là, en fait, il y a deux usages. Donc il y a l'usage où le jardin d'enfants, c'est l'unique mode d'accueil, et là où il est combiné à un autre mode d'accueil. Donc là, on sera plutôt sur des raisons professionnelles. On aura une mère active, on a plutôt avec des parents, au moins un parent de nationalité suisse, au moins avec la 3/4 des mères diplômées de l'enseignement tertiaire, et des revenus, une bonne partie qui ont des revenus supérieurs à 12 000 francs par mois. A contrario, dans un jardin d'enfants, donc c'est l'unique mode d'accueil, on est plutôt donc sur des mères au foyer, on a une part de familles de nationalité israélienne beaucoup plus importante, avec une partie des mères peu diplômées. Donc là, on voit qu'on est sur comme un lieu d'encouragement précoce auprès de certaines familles qui cumulent des facteurs de précarité ou de vulnérabilité. Et on retrouve ça plutôt dans les moyennes communes ou en ville de taille ou en ville de Genève. Dans tous les cas, là, on est pour un enfant sur 3, les parents ont une préférence quand même pour un accueil en crèche, et dans ces cas-là, on est sur un enfant sur 2. Juste un exemple, donc cet exemple-là, où voilà, on voit que les parents, donc là on est sur une mère active à 60% et un père actif à 80%. Donc il y a 2 jours les grands-parents, 1 jour et demi au jardin d'enfants, et voilà, ils disent le matin, donc la prise en charge qui serait un peu plus large faciliterait l'organisation des familles. Parce qu'effectivement, si le jardin d'enfants, et encore, les horaires ont été élargis, ce que généralement avant c'était 9h, 11h30, maintenant souvent c'est 8h, 12h, mais même 8h, 12h, si on travaille à mi-temps, ça reste compliqué. Et dernier point sur les grands-parents. Finalement, vous l'avez peut-être compris, vos principaux concurrents, si on veut, ou alors finalement ceux qui complètent le mieux les prises en charge collectives. Donc rapidement, on a également posé la question à ChatGPT sur quel type de famille avait recours aux grands-parents. On peut s'arrêter sur le fait qu'il nous propose les familles avec des horaires de travail flexibles. Donc oui, clairement, les grands-parents peuvent être là pour aider aux transitions tôt le matin ou tard le soir, selon les horaires de travail des parents. Les familles en situation de transition, c'est un peu la même chose, mais c'est un autre type de transition. Ce serait justement les transitions lors d'une reprise du travail, après un congé maternité, ou alors lors d'une adaptation, comme ça, lors des débuts à la crèche. Et il a une petite réponse un peu finalement enfonçage de porte ouverte, c'est les familles où les grands-parents sont disponibles. Ça paraît évident, mais c'est vrai qu'on le verra aussi après très rapidement avec les nationalités. Par exemple, les grands-parents sont principalement utilisés par des familles qui ont un réseau sur place, donc statistiquement, il y a plus de Suisses
parmi ceux qui profitent des grands-parents. Très vite, quel type de recours aux grands-parents? Donc on le voit ici, 37% des enfants confiés le sont à un moment ou un autre de la semaine aux grands-parents. C'est quand même surtout un mode d'accueil, les grands-parents combinés à d'autres, hein, justement, et ça se retrouve principalement ici où voilà, les grands-parents, les parents en font un usage pour leurs petits-enfants largement sur des courtes durées, 1 à 2 demi-journées. On voit que c'est plus de la moitié des familles qui nous ont remonté cette organisation qu'elles ont mise en place. Et bon, par contre, on voit que c'est quand même souvent un choix par défaut. On peut imaginer, surtout dans les cas où il y a une grosse utilisation qui est faite des grands-parents, que l'idée des parents, ce serait peut-être de modérer un petit peu la garde et l'usage qu'ils font des grands-parents. Alors, qui a recours aux grands-parents? De nouveau, c'est les familles biparentales et monoparentales dont les deux parents travaillent, ou le parent seul, avec souvent au moins un parent de nationalité suisse. Donc il y a cette histoire de réseau de proximité, les grands-parents sont pas loin. Ça se retrouve ici. Surtout quand les grands-parents sont combinés à un autre mode d'accueil, on voit qu'il y a quand même une grosse proportion de familles relativement aisées qui arrivent à mettre cette organisation en place. Je reviens en arrière, non? Ouais. Voilà. Et puis finalement, les raisons qui font qu'on a recours aux grands-parents, on arrive à en faire remonter principalement 4. Quelque chose qui est finalement la première raison qu'on retrouve, c'est des jeunes parents qui veulent que leurs enfants aient une relation privilégiée avec leurs grands-parents. Donc c'est vraiment ce qui ressort en premier. Des raisons professionnelles, des raisons économiques, on en a parlé de finalement les coûts de tous les modes de garde extrafamiliaux, c'est pas négligeable. Et puis du coup, les grands-parents, c'est principalement un mode de garde qu'on peut considérer comme étant bon marché. Et puis finalement, on en a parlé aussi, je dirais que ce qui est important, c'est la flexibilité et la disponibilité des grands-parents. En cas de proximité géographique, ça fait qu'ils arrivent à être disponibles pour des courts moments ou des transitions dans la journée. Et puis finalement, on a également eu des questions ouvertes qui ont donné quelques commentaires intéressants. Voilà, le premier met en avant l'aide des grands-parents pour ces transitions avec le retour au travail. Le deuxième mentionne l'avantage en termes de coût et puis la possibilité, grâce à cela et la disponibilité des grands-parents, de pouvoir retourner sur le marché du travail. Surtout dans une période de pénurie de places de crèche. C'est pour ça que les grands-parents, probablement, ont un rôle important en tant que mode d'accueil extrafamilial. Et le troisième commentaire, il met en avant la difficulté lorsque les grands-parents sont loin géographiquement. Voilà, donc maintenant, avant de vous présenter un peu quelques constats et enjeux, je vous ai mis un dernier commentaire d'une mère qui dit « J'ai perdu mon emploi car je n'ai pas trouvé de moyen de garde abordable, c'est-à-dire inférieur à mon salaire. Cela a entraîné un cercle vicieux. Pas de place de garde, pas de chômage, pas de place en crèche. Lorsque j'ai finalement pu être inscrite au chômage à temps partiel, j'ai découvert qu'on demande les mêmes démarches à une personne inscrite à 50% qu'à une personne inscrite à 100%. C'est très difficile quand on doit s'occuper d'un enfant en bas âge le reste du temps. Les jeunes mères sont désavantagées. Après un doctorat et des années de travail, j'ai réalisé que mon choix de devenir mère n'impliquait pas seulement de ne pas faire carrière, mais carrément de ne pas avoir accès au monde du travail. Je souhaiterais que plus soit fait en matière de nombre de places, d'information aux parents et de prix de garde. » Donc là, ça résume déjà une bonne partie des enjeux qu'il y a derrière l'accueil extra-familial. Alors, quelques constats. Donc, premier constat, c'est que bien dans le canton de Genève, et je pense que vous pouvez faire le parallèle avec le canton de Vaud, c'est bien que l'offre de places en crèche ait augmenté au cours des dernières années. Il y a toujours de fortes disparités territoriales et que ça ne répond toujours pas aux besoins des familles. Lors de la dernière enquête, à l'échelle du canton, c'est 3000 places qu'il faudrait en fait créer pour répondre aux besoins des familles.
Les familles souhaitent avant tout une politique familiale qui permette d'améliorer l'offre d'accueil en crèche et également d'alléger les coûts de garde. On avait posé des questions aussi autour de la politique familiale. Donc on voit que les ajustements permettant aux familles de concilier vie familiale et vie professionnelle continuent à être principalement assumés par les mères, donc soit en diminuant le taux d'activité, soit en se retirant du marché de l'emploi, et que le retour à l'emploi est parfois difficile. Autre constat, c'est que le profil des familles entre celles qui ont une place en crèche et celles qui en souhaitent une mais n'en ont pas une sont très contrastés, en particulier lorsque l'enfant est gardé uniquement par les parents, où il y a un cumul de facteurs à nouveau de vulnérabilité avec des parents de nationalité étrangère, ayant un bas niveau de formation et un faible niveau de revenus. Dernier élément sur la diversité des enfants, donc là c'était pas à travers cette étude, mais c'est plutôt regardé dans les statistiques administratives qu'on a. Donc en 2018, ça c'est en 2018, il y avait 133 nationalités différentes représentées au sein des structures d'accueil de la petite enfance et une centaine de langues différentes. En 1990, c'était 87 nationalités. Et donc on est passé, en termes de part d'enfants de nationalité étrangère, elle n'a pas beaucoup augmenté, c'est surtout l'hétérogénéité au sein de ces populations qui a augmenté au cours de la période. Et la part des enfants allophones, par contre, est passée de 30% à près de la moitié des enfants. Donc, comme je l'ai dit, il y a autant d'histoires à accueillir qu'il y a d'enfants, et donc c'est bien à vous, les professionnels, qu'il revient de composer avec cette diversité. En termes d'enjeux, alors je pense qu'en tant que professionnel, c'est important d'avoir quand même les enjeux en tête, parce que je dirais les réponses politiques qu'il peut y avoir face à ces différents enjeux seront pas toujours les mêmes selon le bord politique, et ça peut avoir un impact sur vos pratiques. Donc le premier enjeu, comme on l'a vu, c'est un enjeu de conciliation de vie familiale et professionnelle et d'égalité entre les sexes. Il y a aussi les enjeux autour du développement de l'enfant et du bien-être de l'enfant. Il y a des enjeux d'accès et d'équité, en sachant qu'il y a une disparité de l'offre d'accueil, mais aussi disparité des coûts. Juste un exemple à Genève, à situation familiale équivalente et niveau de revenu équivalente, un accueil à plein temps peut varier du simple au double. Et je crois que l'étude qu'il y avait eu dans le canton de Vaud, je me demande si ce n'est pas du simple au triple, selon le réseau. Des enjeux autour, donc ça c'est ce qu'on a vu depuis hier, autour de l'accueil de la diversité des enfants, donc ça soit avec la diversité des enfants dans la diversité de faire famille, la diversité culturelle et linguistique des enfants, mais aussi la diversité sociale et économique des situations dans lesquelles les enfants vivent, et aussi la diversité des besoins des enfants, et en particulier des enfants ayant des besoins spécifiques. Des enjeux autour de la transition, donc plus l'offre en crèche se développe, plus l'expérience d'un accueil en milieu collectif avant l'entrée à l'école devient la norme. Donc ça, dans le canton, il y a des communes qui ont déjà mis en place certains dispositifs pour prendre en compte justement ces familles qui ne passent pas par une structure. Il y a deux dispositifs mis en place par des communes, c'est Bientôt à l'école et Sur le chemin de l'école, qui essayent justement d'aller à la rencontre et d'aller chercher ces familles. Et donc, tout ce développement, je dirais, élevé de l'accueil préscolaire, que ce soit dans le canton de Genève ou dans le canton de Vaud, ça donne des enjeux autour de la qualité. Donc là c'est surtout des enjeux de qualité structurelle, c'est-à-dire autour de la qualité, autour de la formation, des normes d'encadrement, ou encore des conditions de travail. Et bien sûr, donc, des enjeux autour du besoin en personnel qualifié. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est pas si vous cherchez du travail dans une crèche, vous trouvez du travail demain. Et je crois qu'on a terminé. Ah, je suis revenu. Allô ? Pardon. J'ai une question. Est-ce que vous vous êtes déjà penché sur une étude par rapport aux enfants malades
et puis de comment les familles s'organisent quand les enfants sont, on va dire, fébriles, malades, de courte durée, évidemment. Est-ce qu'il y a une recherche qui est prévue là-dessus pour voir comment les familles se débrouillent et qu'est-ce qui... Voilà. Parce que c'est une question qui remonte souvent. Il y a beaucoup de pression par rapport à ça dans les structures d'accueil, entre le parent qui a besoin d'aller travailler et puis l'enfant fébrile qui ne peut pas forcément être accueilli en structure d'accueil. Et on sait que c'est très difficile pour les familles et ça met beaucoup de pression sur les institutions. Alors non, on n'a pas d'études prévues à ce sujet en tant que tel. Après, voilà, on connaît le sujet. Hein. Mon collègue, hier, sa fille était malade et les grands-parents sont venus justement chez lui pour s'occuper de l'enfant et que les parents puissent aller travailler. Donc ils ont trouvé une solution parce qu'ils ont les grands-parents qui étaient dans le coin. Mais voilà, donc non, on n'a pas d'études prévues là-dessus, même si je comprends que c'est un réel sujet. Après, c'est vrai que je pense qu'il faut aussi rappeler aux parents qu'ils ont le droit de prendre des jours de congé payés. Alors, c'est 6 par année maximum, peu importe le nom, enfin la moyenne, c'est 6, et peu importe le nombre d'enfants qu'on a. Donc, on se rend bien compte que c'est extrêmement peu. C'est peut-être ça le problème, c'est 6 qu'on en ait un enfant ou 4 enfants. Et je pense que c'est un grand enjeu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les enfants, c'est comme si, quelque part, ils n'avaient plus le droit d'être malades, parce que l'objectif, c'est qu'ils retournent le plus vite possible en structure d'accueil. Donc, il n'a plus droit, enfin, de manière très générale, à un vrai accompagnement de sa maladie. C'est le plus vite possible couper les symptômes pour qu'il puisse retourner en structure d'accueil. Donc, je pense que c'est un grand enjeu, et puis j'espère qu'un jour, il y aura plus d'études là-dessus pour soutenir les familles et les enfants par rapport à ça. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, là. Bonjour, pardon, c'est une question que je pose du côté français, mais pour voir si vous avez des données également au niveau cantonal là-dessus. En France, alors là, vous avez parlé de tout le côté parents, donc l'usage et les différentes modalités des usages des parents par rapport au mode d'accueil, mais est-ce que vous avez aussi des données sur l'intensité de l'usage des modes d'accueil? C'est-à-dire, par exemple, en France, pour le bon financement des établissements d'accueil, ils doivent au moins vendre aux parents, en tout cas, 70% des heures d'accueil offertes. Si vous êtes ouvert de 7h à 18h, 70% de vos créneaux doivent être occupés. Sinon, effectivement, la Caisse nationale de l'allocation familiale qui finance va faire baisser les taux de financement. Est-ce que vous avez, et on a remarqué par ailleurs en France, c'est un des grands enjeux de la conduite de cette politique, qui va être réformée bientôt là-dessus, c'est que l'accueil des publics en situation de pauvreté vous fait baisser votre taux d'occupation. Parce que les pauvres, ils ne sont pas réglo, quoi. Ils ne viennent pas tout le temps. Contrairement aux salariés qui ont un boulot et tout ça. Je le fais avec la caricature. Est-ce que vous avez des données analogues là-dessus? Est-ce que vous avez sur les établissements un taux d'occupation qui est vraiment bien plein? Est-ce que c'est perfectible? Sachant que, juste pour ajouter encore un petit enjeu à cette question, on a aussi remarqué que de trop remplir, la France est en train de réfléchir à ça, à bout de 15 ans, à maltraiter nos professionnels, que si vous remplissez trop un établissement, d'un point de vue gestionnaire, ça paraît dément de se dire il y a toutes ces heures qui ne sont pas occupées, mais d'un point de vue humain, si les professionnels n'ont pas l'occasion de discuter entre elles via ces heures non occupées, via ces créneaux un peu libérés à certains moments, ils vont un peu mal. Et puis au bout d'un moment, ils s'en vont. Donc voilà, c'était pour voir qu'est-ce qu'il en est du côté suisse. Ouais. Alors on n'a pas de données en tant que telles là-dessus. On a des données indirectes sur l'étude qu'on a fait donc sur les critères d'accès. Alors déjà, les communes qui subventionnent, en fait, ils subventionnent alors, ils incitent à qu'il y ait un taux de remplissage au maximum, mais après, il n'y a pas de si c'est que 70%, on donne moins ou pas. Il n'y a pas d'enjeu, je dirais, financier direct sur le taux d'occupation. Mais il y a une incitation de plus en plus importante à que le taux d'occupation soit au maximum. Donc en fait, après, ça va être sur ce qu'ils vont offrir comme type d'abonnement. Donc il y a des communes où l'enfant peut être qu'à plein temps la journée. Comme ça, c'est plus facile aussi à gérer, on remplit. Donc là-dessus, il y a une grande diversité, je dirais, entre les communes de le type d'abonnement qu'elles offrent, et puis avec la réflexion derrière, donc, parce que là, il y a un groupe de travail, il y a une fondation qui doit faire des recommandations justement en la matière, de ne pas oublier les familles qui travaillent à mi-temps ou à temps partiel, parce que sinon elles n'ont plus accès
aux structures parce qu'en fait, on va réserver pour être sûr de remplir à que des enfants qui sont à plein temps ou voir les parents faire des demandes qui vont au-delà de leurs besoins. Merci. J'ajouterais juste que des fois, voilà, la liste d'attente étant telle, y a volonté dans les communes de boucher les trous avec, je le sais d'expérience, des fois des propositions de prise en charge le mercredi et le mardi alors qu'on s'était inscrit le lundi et le jeudi. Donc l'idée c'est vraiment avec les communes, les structures qui laissent des abonnements, voilà, on n'est pas obligé de mettre à plein temps toute la semaine. On peut mettre quelques jours seulement, un taux de remplissage, voilà, 60-80%. Mais du coup, on bouche le trou, souvent minimum 2 jours par semaine. Mais ça va loin des fois des préférences à l'inscription émise par les familles. L'idée étant de remplir vraiment la structure toute la semaine. Et donc, il faut qu'il y ait aussi une souplesse du côté des employeurs. J'ai également aussi une question, ici. On sait actuellement que les familles ont de moins en moins de familles élargies, donc les grands-parents, parce qu'on va de plus en plus loin aussi pour travailler, donc ça limite l'offre d'accueil familial. Comment est-ce que vous expliquez que des crèches qui ouvrent la nuit, sauf erreur, les HUG avaient proposé ce modèle de garde justement pour les 3x8, infirmiers, policiers et autres, et au fin de compte, ça peut fonctionner où il y a très très peu de demandes? Ouais, alors effectivement, les crèches des HUG, elles ont limité, je crois, avant c'était jusqu'à 22h, maintenant c'est jusqu'à 20h, je crois. Et puis il y a eu souvent l'idée, que ce soit dans le canton de Vaud, canton de Genève ailleurs, de dire ouais, il faudrait une crèche de nuit. Alors nous, on avait demandé justement en termes de besoins aux familles, donc pour celles qui précisaient que mon enfant il est gardé la nuit, donc par qui il était gardé, et puis de préférence, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient et en fait, les familles, elles préfèrent en fait que l'enfant quand même reste chez eux. Ils préféraient, il faudrait une offre où en fait, plutôt comme les chaperons rouges, où c'est des personnes qui se déplacent chez les parents. Et ensuite, c'est une sorte de volume aussi, c'est que vu qu'il y a pas tant de familles que ça concernées, c'est que finalement, où choisir de mettre cette crèche-là, c'est compliqué. Donc je dirais qu'en tout cas, les familles, elles préfèrent que l'accueil se fasse chez eux. Voilà, merci beaucoup. On va s'arrêter là avec les questions. On me signale que quelqu'un a perdu une montre. Donc, voilà. Hier, c'était l'iPhone. Je ne sais pas s'il est revenu, l'iPhone, mais voilà. Aujourd'hui, c'est une montre. Cherchez la montre. Bon appétit. On se retrouve à 13h30.